Et en fait, j'étais parti du rapport que vous avez évoqué, le sondage par exemple de Open Society Initiative, en fait, le sondage de Open Society. Oui, le sondage de Open Society qui est paru il y a une semaine sur l'état de la démocratie à travers le monde. 30 pays ont été sondés et parmi ces 30 pays, il y a 8 pays africains. Les 8 pays africains sont l'Éthiopie, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Il y a 3 pays ouest africains, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal en fait, qui est le seul pays d'Afrique francophone. Les enseignements à tirer de ce sondage-là, c'est que non seulement au plan global, au plan mondial, il y a une forte aspiration à l'idéal de la démocratie, parce que 86% ont répondu favorablement qu'ils font confiance au système démocratique et qu'ils aimeraient vivre dans des régimes démocratiques. En Afrique de l'Ouest, 92% de Nigériens ont répondu favorablement à cette question, contre 89% de Ghanéens et de Sénégalais. Donc il y a en fait une forte adhésion, une sorte de plébiscite à l'idéal démocratique, mais ce plébiscite à l'idéal démocratique est contrasté justement par une sorte de fragilité de la démocratie. Et là également, vous l'avez évoqué, ce qui révèle la fragilité de la démocratie, c'est qu'au sein des générations qui ont vécu dans les systèmes démocratiques, particulièrement les jeunes, il y a une sorte de défi vis-à-vis de la démocratie. Il y a 35% qui seraient favorables justement. C'est quand même une minorité forte, 35%. 35% des 18-35 ans seraient favorables à des régimes forts qui négligent le pluralisme, des élections multipartites et des représentations nationales. Donc, et c'est à ce niveau-là que l'on est interpellé, au niveau de la fragilité de la réalité démocratique dans notre environnement. De mon point de vue, c'est dû à l'hyperprésidentialisme. On en a parlé, l'hyperprésidentialisme, qui est propre aux pays d'Afrique francophone en fait. Les pays anglophones sont très peu concernés par ce fléau-là. Donc c'est l'hyperprésidentialisme justement qu'il faut corriger. Un président de la République que vous élisez, qui a absolument tous les pouvoirs et qui n'a aucune responsabilité. Tant que l'on tombe sur des présidents, par exemple, élus qui sont vertueux, qui se donnent des limites, c'est Albert Camus qui écrivait qu'on nomme ça s'empêche en fait. Donc on nomme ça se donne des limites en fait. Tant qu'on élit des gens qui se donnent des limites, il est possible d'éviter certaines dérives vers la dictature qui vont donner lieu à des coups d'État militaires. Le président Abdoulaye Wade, quoi qu'on dise, s'imposait des limites. Le président Abdou Diouf, quoi qu'on dise, s'imposait également des limites. Mais le président que nous avons en ce moment est quelqu'un qui ne s'impose absolument aucune limite. S'il a tous les pouvoirs, s'il n'a aucune responsabilité, et si moralement, justement, il ne se donne absolument aucune limite, il y a un problème. Et ce qu'il y a lieu de faire, justement, c'est des réformes institutionnelles pour mettre fin à cet hyper-présidentialisme-là. C'était déjà dans les assises nationales, non? Par un régime soit parlementaire ou semi-présidentiel. Dans tous les cas, à cette forme de démocratie représentative sous la forme de l'hyperprésidentialisme, il faut balayer par une démocratie participative. Il ne s'agit pas de faire disparaître totalement la démocratie représentative, mais la démocratie participative avec l'implication de la société civile est quelque chose d'extrêmement important. Il faut également investir dans l'éducation. C'est parce que c'est en investissant dans l'éducation que l'on forme justement une opinion publique qui est informée, qui est dotée de l'esprit critique et qui est capable d'être, par exemple, une véritable sentinelle de la démocratie.
c'est une condition, même si elle n'est pas suffisante, l'éducation, c'est quand même une condition nécessaire. On a eu des sociétés qui étaient des sociétés éduquées, comme l'Allemagne pré-hitlérienne, voilà, qui a donné lieu par exemple au nazisme. La société israélienne d'aujourd'hui est l'une des sociétés les mieux éduquées au monde, mais c'est une société qui vire vers le fascisme. L'éducation ne suffit certes pas, mais c'est une condition nécessaire pour avoir une opinion publique qui puisse être une sentinelle. L'autre élément, c'est l'éradication. Moi, je ne parlerai pas de réduction, c'est l'éradication de la pauvreté. C'est l'éradication de la pauvreté, parce que sans éradication de la pauvreté, on n'a pas de lien social, en fait, qui fait fonctionner la démocratie. L'autre proposition, c'est que, bon, étant donné que les élus, si on ne les arrête pas, pourraient toujours justement ne jamais se donner de limites. L'autre innovation, par exemple, à introduire, les Français l'avaient fait dès la Révolution de 1789, c'est la constitutionnalisation du droit à l'insurrection. On poursuit énormément de Sénégalais aujourd'hui pour appel à l'insurrection, mais c'est un droit naturel, inaliénable, fondamental, qui est en réalité au-dessus de tout. Je pense qu'il faut en arriver à des réformes qui permettent de constitutionnaliser l'insurrection. Les intellectuels sont en train de mener une insurrection intellectuelle, mais il faut qu'elle soit étendue. Quand Blaise Compaoré a été renversé au Burkina Faso en 2014, il y a eu un débat au sein de la société burkinabé. Ça n'a pas été retenu finalement s'il fallait mettre dans la Constitution le droit à l'insurrection ou pas. Moi, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Je vous remercie. Alors moi, je voudrais vraiment poser juste une question. C'est vrai que sur le diagnostic, nous sommes d'accord, parce qu'au vu des différentes communications qui ont été faites ici, que ce soit sur l'état de droit, l'indépendance de la justice, la bonne gouvernance, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un tableau sombre qui a été peint de la situation dans notre pays. Il y a une menace aujourd'hui sur les libertés politiques, une instrumentalisation de la justice pour éliminer les adversaires politiques, et une modification systématique en fait des lois électorales pour fausser les règles du jeu. On est d'accord sur tout cela. Maintenant, moi, mon problème, c'est que devant toute cette situation-là que nous vivons, quelles doivent être les réponses que nous devons donner à justement ces menaces sur l'état de droit et sur la bonne gouvernance? C'est vrai qu'on a eu une situation peut-être similaire avant la seconde alternance, soit qui avait amené effectivement la tenue des assises nationales. Je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas venu le temps aujourd'hui d'aller vers ce qu'on appelle également les assises nationales bis? Au vu aujourd'hui donc de tout ce qui se passe donc dans notre pays, je pense qu'il y a une nécessité vraiment d'aller vers la refondation, non seulement des institutions, mais c'est la refondation donc de l'État. Alors moi, je me dis que quelle réponse nous devons, en tant qu'aujourd'hui intellectuels, c'est vrai qu'il y a des échappées solitaires, on voit de plus en plus des groupes d'intellectuels, bon, qui sortent des manifestes. On a vu récemment le groupe des 142 universitaires, etc. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait, qu'à mon avis, que la société civile et les démocrates comme s'organisent pour une réflexion d'ensemble, pour voir comment aujourd'hui, en tout cas, repenser la démocratie et remettre le pays sur les rails. Sinon, si nous ne le faisons pas, je pense que, et il faut s'en désoler, le Sénégal, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à l'abri, effectivement, donc, de turbulences qu'on pourrait connaître peut-être ultérieurement, surtout dans le contexte aujourd'hui donc d'exploitation et de production de gaz et de pétrole. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus insister sur les réponses qu'il faut dans le contexte actuel pour vraiment inverser la tendance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme l'a dit mon prédécesseur, le tableau n'est pas sombre, il n'est pas brillant, c'est vrai. Et vous avez fait état de réformes possibles et de solutions, parmi lesquelles, je crois, si j'ai bien compris, les élections obligent à rendre compte au peuple, si j'ai bien compris. Le 19 mars 2000, les élections ont conduit à une alternance. Le 25 mars 2012, elles ont conduit à une seconde alternance. Mais j'ai le sentiment que nous sommes restés sur notre fin en matière de reddition des comptes. Je ne rentre pas dans les détails.
Vous avez également évoqué le parquet financier, je crois, ou pool financier, après la suppression de la CREI. Le lendemain, d'ailleurs, je me rappelle avoir fait une contribution. On peut supprimer, on peut créer. Mais s'il y a les mêmes hommes, ça ne change rien du tout. Je suis persuadé que si ce sont les mêmes gouvernants qui sont au pouvoir après 2024, ce parquet national financier-là ne sera d'aucune utilité. C'est mon sentiment. Le problème de l'OFNAC, parmi ces problèmes, c'est la réduction du budget. Même si on augmentait sensiblement le budget, l'OFNAC actuel ne serait pas plus efficace. Parce que j'ai l'impression que c'est une institution qui travaille pour rien. Moi, j'ai fait presque 2 ans à l'OFNAC avant de démissionner. J'ai participé à travailler sur des dossiers extrêmement lourds, et bien qui ont été déposés sur la table du procureur. Quand j'ai quitté le 11 mars 2016, il y avait déjà 11 dossiers sur la table du procureur. Et quand la remplaçante de la première présidente est arrivée, je crois que les dossiers sont montés à plus de 40. Et aucun de ces dossiers n'a jamais été traité. Donc, même si on augmentait le budget, ça ne changerait pas grand-chose. J'ai le sentiment qu'à l'OFNAC, les gens travaillent pour rien. Et je vais terminer rapidement. Et parmi les solutions possibles, vous avez fait état de cette fameuse stratégie nationale de lutte contre la corruption. Là également, le lendemain, j'ai été obligé de faire une contribution pour dire que ça ne servira à pas grand-chose, tant que les mêmes hommes sont au pouvoir. Et c'est la réalité. L'OFNAC travaille pour rien, une stratégie n'y change rien du tout. Également, c'est là que je vais terminer, une société civile active. C'est vrai, c'est une solution. Je suis entouré de membres de la société civile. J'ai le sentiment, je n'ai pas la certitude, j'ai le sentiment que l'efficacité de la société civile est affaiblie par cette neutralité absolue. J'ai le sentiment qu'on en abuse, ou peut-être même qu'on se cache derrière pour éviter de donner son point de vue sur certains événements. Quand dans un pays comme le Sénégal, le président de la République se permet de déclarer publiquement qu'il va, comment le dit encore, l'opposition à sa plus simple expression, il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Je n'ai pas entendu les gens de la société civile. Quand il s'est permis de dire, si je n'avais pas mis le coude sur les dossiers qui sont sur ma table, beaucoup de gens iraient en prison. Je ne les ai pas entendus. Et le lendemain, ça a donné une polémique. Il revient à la charge pour dire non, le président de la République qui dit ça. Pour dire non, je ne voulais pas parler de tous les dossiers, je voulais parler seulement du dossier de Sinjili, comment il s'appelle encore, la fille de... J'oublie même leur nom. Sinjili. Non, je voulais parler du dossier de Sinjili seulement parce que je ne peux pas mettre. Il l'a dit, je ne peux pas mettre le frère et la sœur en prison. Et le lendemain... Moi, je suis Amadou Tal. Je suis un commissaire de police à la retraite. Je suis un peu venu en retard, je m'en excuse, auprès de M. Alioune-Tine qui a eu l'amabilité de m'inviter. Et je voudrais juste dire une chose très importante. Le policier, habituellement, n'a pas droit à la parole publique. Mais quand il est libre, entre guillemets, parce qu'il ne l'est jamais, finalement, il peut quand même, par moment, donner son avis sur certaines choses. Ça peut être parfois intéressant. C'est juste pour dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les élites doivent se mobiliser avec beaucoup de courage, avec beaucoup de volonté. Sinon, nous allons vers une situation inextricable. Une situation qui sera difficilement réparable. Parce qu'en réalité, vous avez parlé de basculement.
géopolitique. Ce n'est pas seulement géopolitique. Ce basculement-là, c'est à tous les niveaux de notre vie en tant qu'être humain. Ceux qui sont nés après 1980 ou qui sont nés avant 1980 sont dans un monde en voie d'extinction. C'est un monde qui est en train de mourir. Ce monde-là est en train de mourir au profit d'un autre monde qui est en train d'éclore. Et ce monde-là, il est tellement exigeant que si nous ne faisions pas attention, les bouleversements ne pourront pas être, disons, canalisables. Et c'est la raison pour laquelle tous les intellectuels, tous les professionnels à tous les niveaux de notre société, tous les intellectuels à tous les niveaux de notre société doivent se mobiliser, doivent être ensemble, aller ensemble, se retrouver ensemble pour trouver les bonnes solutions. Sinon, nous ne serons pas à l'abri des situations extrêmement compliquées. Je peux vous assurer que je ne suis pas un divin, mais ça peut aller très mauvais, très mal. Ça peut faire des dégâts énormes. Je vous remercie. Je dis à mes enfants, écoutez, j'ai eu 18 ans, j'ai eu 15 ans, je dis les mêmes choses que vous. En réalité, on se répète. Quand on a eu 15 ans, 18 ans, on voulait changer le monde. Après, le monde nous a changé. Maintenant, nous avons des barbes blanches. Et nous disons à nos enfants, attention, comme nous le disaient nos pères. Le monde, il est en perpétuelle évolution. Chaque génération croit que les problèmes qui se posent à elle sont neufs. Non. Ils se posent différemment, mais ils se posent toujours comme étant l'urgence de donner des réponses à des jeunes gens qui veulent chercher du travail, qui veulent fonder des familles et qu'il n'y a plus assez de place pour eux pour évoluer. Donc, c'est ça que nous devons résoudre. Deuxième chose, je fais rarement la différence entre les hommes et les femmes. Ma sœur Penda est très féministe, mais moi j'estime que nous autres, nous sommes tous embarqués dans la même galère et qu'il faut trouver des solutions pour l'humain. Oui, mais à qui la faute? Nous sommes vos enfants. À qui la faute? Je veux dire, c'est les femmes qui nous éduquent, qui nous font ce que nous sommes, qui sont plus nombreuses dans ce pays, statistiquement, et qui se plaignent de ne pas avoir le pouvoir alors qu'elles sont les plus nombreuses. Il y a là quelque chose à étudier. Mais enfin, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos est de dire que l'Afrique nouvelle est en train de naître. Elle exige que l'indépendance qu'on nous avait promise il y a 60 ans soit effective. Cette Afrique nouvelle-là, elle a simplement les moyens de se faire entendre. C'est ce que Cheikh Fall disait. Avant, nous faisions des tracts sur des vieilles Ronéo, piqués à l'administration. Aujourd'hui, n'importe qui, avec son téléphone intelligent, de chez lui, exprime son opinion. Certaines sont recevables, d'autres pas. Mais, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et l'urgence c'est ça, nous allons vers une élection présidentielle en 2024. Nous avons déjà presque une centaine de candidats. Allons-nous les laisser rouler des mécaniques, acheter des 4x4 à des centaines de millions, aller dans nos campagnes et après traficoter des élections et mettre qui ils veulent au pouvoir? J'estime et je lance un appel à la société civile sénégalaise. Cette fois-ci-là, il ne faut pas que ce soit facile. Et il faut que la société civile sénégalaise, si elle existe, se mobilise pour parler d'une voix. Les chevauchés solitaires, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le fait qu'on peut faire dire tout ce que l'on veut à des mots en laissant les mots MAUX sur place. Il faut que ce pays change définitivement. Et je pense, en tout cas moi j'ai lancé un appel, je continuerai à aller vous appeler tous, Biyon Boumouyombe. Ne laissons pas faire l'arnaque politicienne qui se prépare avec des complicités parfois dans l'opposition, des alliances dans des sociétés civiles ad hoc, mais cette fois, l'arnaque ne doit pas passer et c'est mon appel.
Merci. Merci, monsieur le modérateur. Merci à Madame Beng. Là, j'ai vraiment apprécié votre intervention parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. Et ce que vous avez parlé, c'est ça qui est l'essentiel. C'est-à-dire la conscience citoyenne, surtout la corruption. Moi, je ne peux pas... On met tout sur le dos de l'État. L'État, c'est un appareil. L'État, ce n'est pas un être humain. Ce n'est ni Macky Sall, ni les ministres. L'État, c'est nous tous. C'est un appareil. Il faut que les gens comprennent cela, surtout les citoyens. C'est un appareil. Soit, il te montre sa bonne face, c'est-à-dire tu es dans le devoir citoyen, tu connais tes devoirs, tu connais tes droits, tu es dans cela, il t'accompagne. Mais maintenant, si tu es dans le mauvais comportement, il te montre sa face broyeuse et il te broie. C'est ça l'État. Maintenant, le plus important, est-ce qu'il faut que la société civile joue son rôle sur la conscience des citoyens? La conscience citoyenne, c'est quoi? Comment vous pouvez accepter? Vous pouvez imaginer. C'est quoi le rôle de Macky Sall ou du président de la République ou bien d'un ministre chez un directeur de société qui se permet tous les mois, avant de payer le chèque d'un entrepreneur, et que ce chèque-là, qu'il ait une commission dedans? C'est quoi où est la responsabilité du président de la République dans ça? Où est la responsabilité du président, d'un ministre dans ça? C'est une conscience citoyenne. Donc il faut que nous travaillions d'abord sur les consciences citoyennes pour que l'Afrique puisse ne pas basculer, pour qu'on évite le basculement. Il faut qu'on travaille sur les consciences citoyennes, du bas âge jusqu'au haut niveau. Que chacun sache, tu te lèves le matin chez toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai apporté de positif à ma nation, à ma communauté, à ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait de bien vis-à-vis de moi-même? Parce qu'on peut tout tromper sur sa conscience. Celui qui se lève chez lui, il va au bureau, ou bien il va faire ses affaires. Qu'est-ce que tu as fait qui sert ta communauté? Positivement. Qu'est-ce que tu as fait qui sert à l'avancement de ta nation? Positivement. Mais si tu es là à tilpatouiller ou bien à faire des choses juste pour ton propre intérêt, mais ça, l'Afrique ne peut pas avancer. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je pense bien que ça aussi, c'est au niveau des consciences citoyennes. Ce n'est pas à l'État que je considère comme un appareil, mais à tous les citoyens de voir comment on peut gérer cet outil-là qui est incontournable maintenant dans le monde. Comment le gérer et comment l'utiliser positivement pour que la nation puisse bien avancer. Excusez-moi. Merci. Aujourd'hui, il y a une espèce de ruée vers l'or en Afrique de l'Ouest des pays occidentaux. Tous. À cause de cette question. Donc, ça c'est un. De deux, nos pays sont en train de tomber un par un. Bon, la France dégage. Bienvenue la Russie. Mais attends, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et il n'y a pas de réaction de la part de la CEDEAO. La CEDEAO, en réalité, est en train d'être affaiblie à cause de ça. Moi, je suis ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Il y a une conscience. Et ce sont les Européens eux-mêmes qui le disent. Tu prends l'IRIS, les anciens ministres des Affaires étrangères, tous. Et même ce qu'on appelle les gens de la SDEC, ils sont en train de dire, mais l'Europe a perdu de son influence. L'Europe n'a pas, écoutez-moi bien, d'autonomie stratégique. La locomotive de l'Europe, c'est laquelle en matière de stratégie? C'est la France. Je suis sur le terrain au Sahel. Quand j'ai commencé à alerter à l'époque pour dire attention à Barkhane, attention à l'aménagement, on ne m'a pas écouté. Mais en même temps, en réalité, nous, on n'a rien. J'écoutais le forum, les gens, ils arrivent, ils disent, bon voilà, l'aménagement, il faut faire. Et puis on dit, et les forces en attente? On dit, les Africains, c'est sur le papier. Tant qu'on n'a pas, c'est ça, la souveraineté sécuritaire. Si les Africains n'ont pas. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le travail. Sinon,
ça va être la catastrophe, ça va être la déflagration. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, pour peu qu'on regarde au Sahel, on a absolument peur de ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'a plus la maîtrise de notre propre destin et la maîtrise de notre propre opinion. Du fait des réseaux sociaux. Moi, je suis dans les réseaux sociaux tout le temps. J'analyse les regards. D'autres, ils ont des usines à trolls qu'ils forment très bien. Ils prennent des Africains, ils les amènent, ils les forment, ils les outillent. Et puis nous, on est là à regarder, à compter les trucs, à dire la CEDEAO est ceci, la CEDEAO est cela. Ce n'est pas l'attitude. Il nous faut avoir des trucs spécifiques sur la géopolitique pour dire comment on peut construire une géopolitique africaine si on ne veut pas effectivement demain, en réalité, avoir une situation qui pourrait être similaire à la situation de la Syrie ou de la Libye. En réalité, c'est la situation de la Libye qui nous menace. On n'en parle même pas. On ne parle que présidence, présidence, présidence. Mais alors que nous sommes en train de nous enliser et on ne le sait pas. Et ça aussi, il faut le dire, hein, nos démocraties sont fragiles. Les gens l'ont dit. Je suis d'accord. Les démocraties sont très fragiles. Et les capacités de retournement de la démocratie aussi, ça va extrêmement vite. Et la démocratie, ça va avec la paix. Les premiers problèmes qu'on a eus dans les années 90, c'est le 9/11, comment ça s'appelle, le 11 septembre. Après le 11 septembre, après la guerre en Irak, tout a commencé à changer. La géopolitique a pratiquement commencé à changer. Et même les conceptions sur la démocratie ont commencé à changer par, d'abord, le fait des pays eux-mêmes qui sont les promoteurs de la démocratie libérale. Par exemple, de permettre la torture après les histoires de Guantanamo et ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas parler vite, mais je voudrais qu'on prenne conscience de la question géopolitique. On n'en parle jamais, on n'en discute jamais. C'est réservé à une infime minorité de gens. Mais aujourd'hui, si on ne le fait pas, on va nous bouffer pire qu'avant. Quand j'ai vu ici qu'il y avait une composante sur les réseaux sociaux, ça m'a intéressé, juste en tant que citoyen. Donc j'ai fait le déplacement, je n'ai pas été invité. C'était juste une manière de partager. Et également de partager le combat que nous avions commencé au niveau du RESTIC, parce que nous avions été les premiers à vouloir assigner TikTok devant les outils et les mécanismes de régulation ici au Sénégal. Je dois le rappeler, c'est extrêmement important. Malheureusement, quand nous l'avons fait, on n'a pas vu le soutien de la société civile. Or que notre organisation est là quasiment depuis 2006. Quand j'ai commencé à rassembler tous ceux qui sont dans les TIC, dans les technologies de l'information et de la communication, parce que moi-même j'étais dans la fibre optique, on l'a fait en 2006, mais je n'ai pas senti la société civile. Moi-même, je n'étais pas vraiment conscient qu'il y avait une organisation qui s'appelle Africtiviste, ici au Sénégal. Je viens d'apprendre un peu leur existence. Mais je suis content, je suis vraiment content de cela et j'appelle les gens à mutualiser un peu les efforts. Et je suis avec le doyen Fall. Je pense que le diagnostic, on le fait quasiment dans ce pays-là depuis 20 ans. Il est temps maintenant d'aller vers des solutions. Mais aussi, il faut mutualiser. Il faut vraiment mutualiser. Si nous, au niveau des professionnels, on a déjà en ligne de mire des organisations comme TikTok, quand bien même, c'est différent. Nous, le problème qu'on a avec TikTok, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'arrive pas à en faire du business. Parce que nous, c'est le business qui nous intéresse. En réalité, si pour peu qu'ils avaient des serveurs et qu'on pouvait partager avec ces serveurs-là pour faire notre business, on est preneur. Parce que nous, c'est l'appropriation de ces réseaux sociaux-là qu'on veut. Parce que ces réseaux sociaux-là, aussi, c'est des leviers d'éducation, de formation. Une manière pour moi un peu de titiller, un peu affectiviste, nous avons en ligne de mire des élections au Sénégal. Si vraiment vous voulez prouver votre utilité, mais travaillez déjà sur des mécanismes et sur des logiciels ou des suites de logiciels par rapport au parrainage. Les dernières élections, on a beaucoup crié ou décrié la manière de faire le parrainage. Mais vous savez, maintenant, nous, on va s'occuper du TikTok. Ou bien, si vous voulez aller à l'assaut de TikTok, venez vers nous, parce que nous, on est déjà très en avance. Mais maintenant, essayez de voir comment prendre en charge, en fait, selon l'expertise que vous dites que vous avez, ce qui va se passer notamment avec le parrainage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, je pense que si on parle de transition, ça veut dire qu'on veut passer d'une étape à une autre étape. Et donc, dans cette transition-là, ça veut dire qu'on va vers un changement. Et tout changement est difficile. Tout changement nécessite des sacrifices. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'aspiration des jeunes en Afrique et en Afrique de l'Ouest, c'est le changement. Et pour arriver à ce changement-là, il faut une transition. Ça ne peut pas être un peu ce qu'on appelle le sevrage brutal. Et je pense que la matière est déjà là. Parce qu'au sortir des Assises nationales du Sénégal, on avait dit qu'il fallait un mandat de transition pour remettre les institutions sur les rails et partir sur de nouvelles bases. On n'a plus rien à inventer. Tout est déjà pensé. Maintenant, il nous faut prendre la décision de dire nous voulons changer, on passe par cette transition. Aujourd'hui, regardons les politiques. Ils sont plus préoccupés par avoir 2 mandats que de dire on doit remettre les institutions sur les rails. Si on est d'accord que c'est une transition, mais ça veut dire qu'on doit s'arrêter. Oublions les histoires de premier, deuxième, troisième mandat, mais faisons une transition pour repartir sur de nouvelles bases. Merci. Merci beaucoup. Le problème au Sénégal, la majorité, la majorité ne s'exprime pas. Qui est la majorité? La majorité, ce sont les jeunes, ce sont les femmes. Les jeunes, lorsqu'ils s'expriment, on dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Les femmes, lorsqu'elles s'expriment, on dit qu'elles ne sont pas assez compétentes. Et ce qui pouvait nous aider, je pense, c'est la société civile qui pouvait sensibiliser, qui pouvait descendre sur le terrain, mais on a vu que la société civile affiche une neutralité, une fausse neutralité même, parce que s'il y a des questions où eux, ils pouvaient venir arbitrer, soit ils tirent sur l'opposition pour être légitimes, soit ils tirent plus ou moins sur l'exécutif. Et si nous voulons carrément parler de transition démocratique, il faut déjà que toutes les institutions ne soient pas assujetties à l'exécutif. Parce que là, nous allons vers des élections, mais nous savons tous que le principal leader de l'opposition, bon, je porte un bracelet PASTEF, on dira que je suis... je prends le cas de PASTEF, mais le principal leader de l'opposition est en prison actuellement. Les autres opposants, nous savons ce qu'il en est. Est-ce que le peuple aura l'occasion de choisir celui qu'il veut comme président? Est-ce qu'on va nous forcer des opposants? Est-ce que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse vraiment avoir du monde? D'accord. Je voulais seulement inviter la société civile à jouer pleinement son rôle. Jouer pleinement son rôle, c'est, je pense, descendre sur le terrain, essayer d'organiser des débats, forcer tous les candidats à débattre, forcer aussi l'exécutif à organiser des élections inclusives, libres et transparentes. Merci. Merci. Voilà, mon propos va plutôt être axé sur vraiment un cri de cœur à chaque fois que j'ai eu l'occasion de participer à ce type d'événement, d'un homme politique, d'un politicien ou d'un acteur politique. Parce que dans la plupart des cas, je me rends compte que nous sommes stigmatisés. Mais quand il y a corruption, c'est l'homme politique. Quand il y a détournement, c'est l'homme politique. Quand il y a, quand on ne respecte pas les droits, c'est l'homme politique. Alors que nous sommes dans ce pays-là plusieurs acteurs, notamment la société civile,
notamment les journalistes, mais lorsque vous faites les cabinets des hommes politiques, vous trouverez beaucoup d'acteurs de la société civile qui les encadrent et qui les conseillent. Vous trouverez beaucoup de journalistes qui, en dehors de travailler dans les organes, ont des registres de commerce et un INEA, qui sont tous consultants, qui les conseillent et qui sont grassement rémunérés. Alors c'est pour appeler, c'est-à-dire à la responsabilité de tous. Si nous voulons vraiment poser les vrais débats, que tout le monde se remette en question, que tous les Sénégalais se regardent en face, les yeux dans les yeux. C'est moi, d'abord, avant les autres. Mais ce n'est pas toujours les autres. Moi, je ne suis pour rien. Ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas prospérer. Je suis bien heureux d'entendre le premier intervenant parler des assises nationales. Mais quel est le processus au Sénégal qui a été plus inclusif que les conclusions des assises nationales? Je n'en connais pas. Et c'est le lieu de remettre quelque chose comme ça, bien entendu avec les nouvelles réflexions qui sont venues après, mais contextualiser, mettre en harmonie pour vraiment relever les défis auxquels nous sommes confrontés concernant la démocratie, la géopolitique. Ce sont nos institutions d'abord. Nous n'arrêterons jamais d'en parler. Nous ne pourrons jamais. Parce que construire, nous en trouvons. Les ingénieurs, il y en a partout. Les gens savent construire. Les gens savent mettre en place des infrastructures. L'Ignou Télé, c'est la bonne gouvernance. C'est des institutions fortes, capables de mener ce pays-là à bon port pour que vraiment cet échec auquel nous faisons face depuis 2000, qu'on puisse relever ces défis-là. C'est juste ce que je voulais dire. Je vous remercie. Là, Alioune a terminé. Alioune, si on a des problèmes en Afrique, effectivement, il faut qu'on regarde. L'empereur Kanka Moussa, qui est parti avec autant d'or, et si les Sénégalais, les Maliens oublient que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'or de la Banque de France a été caché ici à Dakar, ensuite à Thiès et à Bamako, c'est que nous, on a des problèmes. Et Alioune a raison, c'est les problèmes, les enjeux. Et comment on se trouve dans le monde, quelle est notre place? Alors oui, peu d'Africains le savent. Alors, maintenant, moi je vais aller très vite, je ne vais pas parler de la préhistoire ni de la proto-histoire, de la démocratie, encore que M. Fall a raison de parler des inventions. Pendant 30 ans, moi je dis à mes étudiants à la faculté des lettres, si on vous parle de la démocratie et qu'on ne vous parle pas de l'invention, de l'écriture et de la monnaie, il y a un problème. Parce que ce qui a bouleversé le monde, ce sont ces inventions qui ont amené des changements extrêmement importants. Donc, mais je ne vais pas insister. Moi, j'insiste sur les remèdes, sur les problèmes. Les institutions, Alioune, il faut des institutions consistantes, fortes, mais souples. Il y a un débat qui n'a pas été épuisé, Penda. Il faudra qu'on reprenne ce débat. Je pense à Cheikh Anta, je pense à Pathé qui nous a quittés tout récemment. C'est les institutions africaines. Est-ce que... Il y a eu un débat sur le bicaméralisme. Chambre des hommes, chambre des femmes dans nos institutions. Mais aujourd'hui, moi qui habite Ouakam, je pense qu'il faut parler de tricaméralisme. Mais les derniers événements très graves ici, à Ngor, un peu partout, Khosanto, mais les jeunes s'expriment. Il y a des institutions pour les jeunes, il faut les écouter. Est-ce que nos institutions prévoient ça? Donc, il y a un débat sur les institutions. Je ne reviens pas sur la mixité, sur la parité, mais même sur la participation des jeunes, des femmes. Penda a raison d'en parler. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel, maintenant, les débats, on n'a pas le temps de discuter du consensus, de la concorde, des dialogues, des dynamiques, etc. Deuxième point, c'est dans quelle langue? Mais on est en train de parler. Les lois, qui les comprend dans nos pays? Dans quelle langue c'est écrit? Le métier de légiste, sans tenir compte des langues nationales, c'est quoi? Mais on est encore à la proto-histoire de la démocratie. Une démocratie dans des langues étrangères, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ce débat, il n'a pas été épinglé. C'est très bien qu'un jour, un président que je ne nommerai pas, nous a regardé les yeux dans les yeux, devant des milliers de gens au Méridien, en disant que la corruption, ce mot, d'ailleurs, ça n'existe pas dans nos langues. Il nous l'a dit.
Et un ministre très courageux lui a dit à l'oreille, mais président, quand même, ramenez-nous guerre. Guerre. Osez dire que le mot corruption n'existe pas dans une langue. Où est-ce qu'il y a dans le monde une langue où le mot corruption n'existe pas? Donc, ces débats-là, sur les langues, il faudrait y revenir. Troisièmement, maintenant, il y a un débat de fond qu'on n'a pas abordé. C'est un des meilleurs spécialistes de la démocratie, qui est ma référence, Moïse Finlay. Il dit que le plus grave danger, c'est l'apathie citoyenne dans une démocratie. C'est quand les citoyens sont apathiques. Alors, maintenant, au Sénégal, il y a apathie citoyenne parfois, apathie de l'opposition, immaturité, inexpérience. Ah oui, même nos syndicats, on est dedans. Est-ce qu'on joue notre rôle? Ben, ça, il faut que dans les conclusions, qu'on parle de l'apathie des mouvements. Et ça, si on n'en parle pas, ben, on passe également à côté. Avant-dernier point, c'est maintenant la question de l'éducation, on en a parlé, mais l'éducation informelle, formelle, non formelle, tout ça c'est lié. Ça commence par la famille, ça continue par l'école, mais les ONG, les associations, ça, il faut qu'on en parle. Je vais terminer sur les jeunes. Les jeunes, il y a un malaise, effectivement. C'est symptomatique. Le débat de dividende démographique. Tu te rappelles les assises nationales, quand on a fait une conférence de presse, je me rappelle d'ailleurs très bien, il y a un journaliste impertinent peut-être, qui nous a provoqué un mot. Il dit, regardez, il n'y avait que des têtes blanches. Bon, les gens se sont un peu énervés. Ce n'était pas la peine de s'énerver. La réponse qu'il fallait, c'est que avec le processus de la CNRI, les gens ont rectifié. Il y a eu des jeunes qui ont parlé. Mais la question demeure de... il y a un problème. Moi, je suis mal à l'aise. Je le présentais Taratem à l'époque. L'âge de vote et l'âge pour être président de la République, nous, on a été minorisés. Dire qu'on peut voter à 18 ans, mais pour être candidat, il faut avoir 35 ans, ça, c'est un débat qui n'a pas été épuisé. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles, même, je signale au passage que lors des assises nationales, j'étais chargé de la gouvernance sociale, éducation. Mais ces débats-là, il faut les reprendre. Quand est-ce que les jeunes sont candidats pour l'élection présidentielle? Aujourd'hui, ce débat n'a pas été tranché, à mon avis. Et donc, je crois qu'il faudrait ouvrir demain les débats. Alors, deux suggestions pour, je crois que c'est Mme Binta Ndiaye, à propos de la corruption et des crimes à combattre. Mais il y a les crimes odieux. Au Sénégal, demain, si on veut une réconciliation, des personnes qui ont été tuées, liquidées, sans qu'on puisse savoir qui l'a fait, et à partir des structures de l'État, je pense qu'il restera ce n'est pas seulement les crimes économiques, il y a des crimes extrêmement graves dans ce pays, depuis Mathusalem, des gens qu'on a tués, et qu'on continue de tuer. Et ces criminels, ça ne peut pas passer comme ça. Il faudrait, pour une réconciliation, qu'on éclaircisse les crimes. Il y a des personnes, au moment où je parle, jusqu'à présent, on ne sait pas où ils sont. Donc ça, on ne peut pas seulement parler d'économie. Et je crois que je termine en félicitant la proposition pour le suivi-évaluation. Le grand problème qu'on a, c'est le monitoring. Bon, et il faut effectivement évaluer constamment. Et mon dernier mot, c'est qu'il faut une riposte multilingue, multimédia et multiscript dans ce pays. Le Sénégal, ce n'est pas seulement des Sénégalais qui lisent les caractères latins. Il y a des gens qui lisent les caractères arabes. On n'en tient pas compte. Il n'y a pas de réflexion sur les passerelles. Comment faire en sorte qu'on soit tous des citoyens? Vous voyez souvent quand vous voyagez des Sénégalais qui viennent vous demander de leur écrire sur le passeport. Ces gens ne sont pas analphabètes, c'est le système lui-même qui est obsolète, qui ne tient pas compte de la réalité. Et je crois que si on veut changer la donne, il faut qu'on agisse à ce niveau. Monsieur le modérateur, je m'arrête là, parce que sinon je vais faire moi-même une conférence. Merci beaucoup. Il y a quand même quelques questions, je pense surtout sur la lutte contre la corruption, FNAC, etc., mais aussi sur les assises nationales bis. Je pense que ce serait intéressant d'avoir une réponse là-dessus.
question de la légitimité, du risque peut-être, à force de critiquer les dysfonctionnements de la démocratie, de ne pas voir aussi le risque finalement de basculement qui pourrait être dans des régimes encore plus mauvais pour nos sociétés. Donc on va peut-être commencer, je vais commencer cette fois-ci par Cheikh Fall et on va progressivement aller de l'autre côté. Le micro s'il vous plaît. Ce qui permettra à la démocratie d'exister, de continuer à résister à la mutation de nos sociétés, ce sera aussi sa capacité de s'adapter et de se mettre à jour. Donc, comme un système informatique, la démocratie doit constamment trouver ses failles pour ensuite trouver les mises à jour adaptées à son système. Si c'était un logiciel aujourd'hui installé dans nos pays en Afrique, ce logiciel connaît un bug. Nous parlons très souvent de la question sans pour autant identifier les réels bugs du système. Mais une fois que ces bugs sont identifiés, et ça a été le tableau qui a été peint depuis ce matin, ce qu'il faut, c'est de trouver des remèdes, c'est-à-dire des le doyen disait des anticorps du propre système, mais ça va être des mises à jour du système démocratique dans nos pays. Et donc, l'instabilité politique, ou bien j'allais dire les mouvements politiques, doivent être des équilibres stables, parce que ça permet à la démocratie de vivre, mais par contre, la démocratie en elle-même, comme système politique, doit être un équilibre instable, tout le temps en mouvement. Et donc, ce qu'il faut noter, et je termine là-dessus, doyen, vous avez parfaitement raison, c'est que nous réfléchissons à une nouvelle forme de démocratie sans pour autant prendre le temps et la nécessité plus ou moins d'interroger l'évolution du monde et les différentes exigences de la part des citoyens. Moi, j'ai l'impression qu'on demande énormément à la société civile. Et aujourd'hui, quand j'entends la salle, c'est comme si la société civile ne fait absolument rien. Au contraire, on demande plus à la société civile qu'aux acteurs politiques au pouvoir. On demande plus à la société civile qu'aux élites politiques au pouvoir. On exige plus de la société civile qu'aux instruments de régulation, de gouvernance et de démocratie. Et c'est très dommage. Et c'est ce qui nous pousse à nous poser la question de la responsabilité citoyenne. Mais pour une responsabilité citoyenne, il faut une conscience citoyenne. Nous n'avons pas la conscience citoyenne parce que la démocratie était un nouvel alphabet, vous l'avez dit dans vos mots. C'est un nouveau système encodé qu'il fallait décoder. Par contre, ça a été écrit dans d'autres langues et exporté. Un système ne peut pas être transposé d'un État à un État, d'une contrée à une autre. Un système doit être endogène et doit répondre du culturalisme et de venir de la réponse, plus ou moins, j'allais dire, sociétale et systémique. Et ça n'a pas été le cas pour nous. Par contre, ce n'est pas trop tard. C'est déjà une démocratie de 60 ans. L'Afrique a connu des démocraties, des systèmes politiques qui pourraient nous inspirer et sur lesquels on pourrait s'appuyer avec nos propres ressources culturelles et sociales. La France ou les États-Unis sont de vieilles démocraties de plusieurs siècles. Aujourd'hui, on ne peut pas nous demander de marcher à la même vitesse. Par contre, on a une chance extraordinaire qu'il ne faudrait pas rater. C'est cette révolution digitale. Nous sommes en train de la questionner en étant distants de cette révolution. On la prend comme venue d'ailleurs. On ne se sent pas impliqué, ni immergé, ni concerné. Par contre, si on laisse passer la question de la souveraineté numérique, aujourd'hui c'est des opérateurs qui débarquent d'ailleurs, aujourd'hui c'est des data centers qui sont construits par des étrangers, aujourd'hui c'est des bases de données, des systèmes de stockage qui sont stockés par d'autres personnes. Et nos usages sont en train d'être perdus parce qu'on n'a pas eu l'éducation aux médias et l'éducation numérique à temps. Et donc on n'a pas les usages et on n'a pas les infrastructures. Par contre, dans quelques années, nous allons subir la révolution digitale comme on a subi la révolution industrielle qui l'a précédée. Et c'est ce qui a façonné nos systèmes politiques qui sont nourris par plus ou moins la corruption et tout ce qu'on a cité depuis ce matin. Je termine là-dessus. Merci.